Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur notre épisode numéro 4 de cette première saison des Cybercamps Contrôle où on parle cybersécurité pour les startups et comment organiser les meilleures cybersécurités sur beaucoup de nos sujets qu'on partage tous au quotidien. Donc merci d'être présents en nombre. On va laisser encore quelques secondes à ceux qui nous rejoignent pour venir nous écouter et nous regarder ici, et puis aussi laisser quelques secondes à Emmanuel qui doit être en train de euh, se connecter. Emmanuel, c'est notre invité aujourd'hui sur ce webinaire pour parler de comment lui a réussi à gérer tout ce matériel qu'il a dans la startup Naox, donc, qui va nous présenter, et quelles sont à la fois les difficultés qu'il a pu rencontrer, les manières dont il a résolu tout ça. Et on fera le lien avec nous, les conseils qu'on donne et les meilleures pratiques qu'on voit au sein de toutes les startups qu'on accompagne. Donc, ce que je propose de faire, c'est qu'on laisse 20-30 secondes là à tout le monde pour arriver, et peut-être à Emmanuel, sinon il nous rejoindra en route. Salut, salut. Salut Emmanuel. Excellent. Bienvenue à toi. Eh bien, Merci. écoute, super. Commençons ensemble. On a beaucoup de participants qui nous ont rejoints déjà, d'autres vont se connecter. Merci à tous d'être présents et ça fait plaisir de voir que d'épisode en épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je pense que c'est représentatif du fait qu'on cherche tous au sein de nos startups à résoudre des problèmes qui sont proches et donc on cherche à trouver les bonnes solutions, les bons tips and tricks. Emmanuel, bonjour à toi. Bonjour, Et bonjour. en introduction, donc toi tu es CTO de Naox, tu nous dis quelques mots sur Naox avant qu'on... Voilà, donc Naox, on est une boîte qui font un électroencéphalogramme, donc c'est l'équivalent de l'électrocardiogramme, mais pour le cerveau, qui se met dans les oreilles, un peu comme des écouteurs, un peu sous la forme d'écouteurs. Donc c'est un dispositif médical que l'on est en train de certifier, donc on a beaucoup de problématiques de sécurité informatique, techniquement, on est hébergeur de données de santé, mais ça, on le sous-traite aussi. Mais nous, le gros risque cyber chez nous, c'est que quelqu'un rentre prendre la place d'un de nos développeurs qui a accès à nos données. Et dans nos données, il y a les noms des patients. Enfin, potentiellement, il y aura les noms des patients. Et rien que d'être dans les noms des patients montre qu'il y a un gros risque d'épilepsie, ce qui peut être socialement très handicapant. Merci pour cette intro. Donc, effectivement, nous, on est très heureux de vous accompagner avec Contrôle depuis longtemps sur la prise en compte de justement tout ce qui va contribuer à cette sécurisation. On parle aujourd'hui du matériel. On va le voir, on a fait déjà des épisodes sur d'autres éléments. C'est ça qui est particulier en cybersécurité, c'est que il y a beaucoup de menaces qui existent et donc il y a beaucoup de protections à mettre en place sur des sujets très divers. Donc aujourd'hui, on zoome sur ce qui est matériel. Mais comme dans toute bonne série, on fait un rappel des épisodes précédents avant cet épisode-là pour qu'on parle avec le même vocabulaire et les mêmes notions. La première des choses, c'est rappelons-nous, on se met en tête qu'est-ce que c'est qu'une exigence de cybersécurité. Si vous n'avez pas vu les 3 épisodes précédents, vous irez sans doute voir le replay après celui-ci, mais on partage le même vocabulaire. Déjà, le concept de base, c'est un actif. Donc, ça peut être matériel, laptop, disque dur, téléphone, voilà, n'importe quel périphérique. On comprend aussi les personnes dans ces actifs-là, d'accord euh, ou immatériel, ça va être les données dont on dispose, les process qui sont en fait des actifs de l'entreprise, c'est ça qui permet de créer de la valeur, et tout ce qui est data. OK. Et ensuite, comment on exprime la sécurité d'un actif? Eh ben, en fait, on l'exprime au travers de 3 fonctions. Confidentialité, intégrité, disponibilité. La confidentialité, c'est que sur chaque actif, il n'y a que les personnes qui sont censées avoir accès à ça qui ont effectivement accès. Donc, c'est ce que tu abordais sur le sujet de la confidentialité des données de santé. Intégrité,
Donc là, ça veut dire que si on laisse un actif à un endroit, on le retrouve dans le même état. Donc ça, c'est important parce que il faut ne pas avoir de personnes qui peuvent modifier le contenu des actifs et surtout que vous ayez confiance dans le fait que vos données restent intègres. Et enfin, disponibilité, c'est quand vous en avez besoin, c'est disponible. Donc toi, pour les données de santé, ça va être l'intégrité, c'est bien les bons patients qui sont liés au bon sujet. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir changer des choses au milieu de tout ça. Et disponibilité, eh ben, c'est tout simplement le fait que quand il y en a besoin, c'est accessible. Donc on avait vu dans le premier épisode comment on structure une politique de sécu. Il y a 3 moments de la politique de sécu. Il y a le préventif qui va empêcher un incident, ou au moins faire le maximum pour le faire. La détection, ça va être, il y a un incident effectivement et il faut y réagir. Enfin, il faut le détecter. Plus on le détecte tôt, moins l'impact est important, comme sur un incendie. Et ensuite, remédiation, on arrête l'incendie et on se remet en position pour travailler. Et donc, votre politique sécu, elle va comprendre ces différents moments de protection et on va le voir aujourd'hui sur tous les sujets matériels. On avait fait donc un premier épisode où on s'était familiarisé avec ces notions-là. Un deuxième épisode où on avait zoomé sur la gestion des accès. Donc, quels sont les éléments auxquels on gère les accès? Comment on choisit si quelqu'un a accès à quelque chose? Et ensuite, comment on organise au sein de la boîte les process pour bien gérer et dans le temps les politiques d'accès. L'épisode 3, le dernier en date, c'était sur les questionnaires fournisseurs. Donc là, un sujet très important puisque en fait, c'est comme ça que se matérialisent souvent les exigences de sécurité de vos propres clients. Vous devez remplir beaucoup de questionnaires. Et donc, on avait parlé de tout ça, comment simplifier les process en interne qui coûtent moins cher en temps. Et d'ailleurs, là-dessus, je voudrais faire une annonce qu'on n'a pas faite la dernière fois puisque c'était pas encore tout à fait prêt. On va lancer une bêta sur un outil tout nouveau qui n'existe pas encore sur le marché. C'est comment on peut remplir ces questionnaires avec de l'IA générative qu'on connaît, comment on arrive à la customiser pour remplir vos questionnaires à votre place quand vous êtes sur Control et que vous avez organisé votre politique au travers de la plateforme Control. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien ici qui est reposté dans le chat en parallèle par Bastien, qui fait partie de l'équipe Control. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous inscrire à la bêta si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez comprendre avec nous comment on résout ce problème très rapidement. Voilà. Donc là, ça, c'était le rappel des épisodes précédents. Maintenant, Emmanuel, on va sauter dans le sujet du jour. Avec plaisir. Alors, le matériel. Pourquoi on gérerait le matériel IT? Alors, on l'a dit là, l'idée, c'est dans une politique de protection, c'est bien de protéger vos actifs et on n'est pas là pour protéger du matériel, hein, on s'entend bien, on s'en fout de protéger un ordi, c'est du matériel. Ce qu'on veut, c'est protéger ce qu'il y a dedans et ce à quoi il donne accès. Ok. Donc, ce qu'on voulait faire d'abord, c'était identifier les scénarios de risque auxquels vous devez faire face parce que c'est ça qui va ensuite dicter l'effort que vous allez mettre sur la protection qui est liée. Donc d'abord, il y a le sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de la vie d'une boîte, c'est la perte ou le vol d'un laptop. Donc toi, Emmanuel, dans ton expérience, est-ce que tu as déjà vécu des situations de ce genre? Oui, enfin, les laptops, on les a tous perdus, laissés dans un train, ça m'est arrivé aussi. J'avais un collègue d'ailleurs dans un salon qui s'est fait voler son laptop tout simplement dans le salon. C'est vraiment des choses qui arrivent pour de vrai. Au-delà de ça, j'ai des amis qui vous expliquent qu'ils vont à des réunions des GSE, qui vous expliquent, vous savez, une chambre d'hôtel est un lieu public. Donc, rien que laisser un ordinateur dans sa propre chambre peut être un problème. Et évidemment, et au-delà de ça, nous, on a eu, il n'y a pas longtemps, il est arrivé que le laptop du président de la boîte, donc avec toutes les données les plus secrètes, y compris des choses où j'ai en théorie pas accès, est tombé en panne et on l'a envoyé chez un réparateur, un peu vite chez un réparateur lambda et j'étais très content de pouvoir vider le disque dur à distance pour être sûr que rien ne se passe dessus. Oui, parce que donc il y a effectivement ces scénarios-là, c'est-à-dire perte ou vol, même momentané, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Effectivement, tu parles des sujets des GSE, intelligence économique. C'est malheureusement une réalité, c'est-à-dire que les voyages à l'étranger,
vous avez des moments, on vous prend votre ordi, il passe à la douane, et on sait que c'est des moments où les services de renseignement utilisent tous les moyens techniques possibles pour accumuler de l'information économique, et on entend souvent les réverbérations de ça dans les actualités sur les grands contrats, etc. C'est des vraies choses qui se passent, et donc c'est des choses simplement à prendre en compte dans les bonnes pratiques que vous avez. Et en fait, hein, je rappelle, ici, c'est même pas le sujet de est-ce que vous estimez que vous risquez quelque chose. C'est que si vous travaillez avec un grand groupe, ce grand groupe-là va exiger de vous que vous appliquiez ces choses-là. Vous travaillez avec un grand nom de l'aéronautique ou autre, bah, il va dire, moi, je sais que je suis exposé à du vol de données comme ça, donc si vous voulez bosser avec moi, vous mettez en place les procédures et les bonnes protections à ça. Donc c'est pour ça que ici on a le sujet du voyage à l'étranger. La revente de matériel, c'est important aussi parce que quand vous allez revendre votre matériel, ben, évidemment, le disque dur, il a des infos dessus. Donc, comment vous faites en sorte qu'il n'y ait pas un risque de fuite de données sur ces données résiduelles. Et il y a le sujet de l'usage en nomadisme aussi. Donc, nomadisme, c'est comme tu le disais, les chambres d'hôtel, mais ou plus simplement du coworking. Et donc là, en coworking, bah, on sait bien qu'on se lève, on va prendre un café. Bon, bah, des fois, hop, qu'est-ce qui se passe si on laisse son ordi ouvert? Oui, d'ailleurs, au tout début de ma carrière, on était dans le même coworking que Marianne, je pense, qui venait juste d'être créé. Et un jour, il y a eu une rumeur que Marianne s'est fait voler tous ses Macs, enfin tous ses ordinateurs ce jour-là. Et ils ont fait une longue enquête pour vérifier que c'était bien crapuleux, que c'était bien pour revendre le matériel et pas pour des informations dans Ouais. les ordinateurs. Et donc, en fait, ce qu'on va voir là dans les scénarios qu'on explore, c'est qu'il y a des moyens, heureusement, qui sont très simples, de limiter l'impact de tels événements à un problème matériel et ponctuel. Versus qu'un événement comme ça, d'un vol ou d'un cambriolage ou d'autre chose, ou d'un oubli, mène à ce que potentiellement, bah, on ne peut pas éliminer le scénario qu'on ait la base client qui est fuitée, et donc peut-être une fuite RGPD, on ne le sait pas. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à couper les chemins comme ça d'incidents importants. Perdre une clé USB, vous voyez que c'est écrit ici, c'est quand même un des plus courants aussi, malheureusement, et une des raisons pour lesquelles on recommande de ne pas utiliser des supports amovibles, que ce soit des disques durs portables ou des clés USB. C'est très facilement volé ou oublié dans un sac à dos, et en général, malheureusement, ces supports-là ne sont pas chiffrés. Et donc, vous vous retrouvez avec peut-être des backups qui sont très pratiques si vous en avez besoin pour rétablir votre système, mais le problème, c'est que c'est aussi très pratique pour quelqu'un qui veut valoriser de l'information, parce qu'il y a accès, comme vous avez accès à votre backup. Donc, faire attention à ça. Quand on fait un backup, certes, on se protège d'un désastre, mais en même temps, il ne faut pas ouvrir non plus une nouvelle porte pour un vol. OK, donc on a ici des scénarios qui peuvent aussi être, alors là, c'est vos actifs à vous, Emmanuel, il y a aussi des cas où le fait d'avoir dans ses usages certains de ces moyens-là peuvent ouvrir une vulnérabilité. Tu m'avais parlé Tout à d'un fait, oui. exemple. Donc, j'ai un exemple très, très simple. La façon la plus facile de rentrer dans un système, de hacker un système d'un grand groupe, vous faites, à l'époque, c'était des CD, maintenant, c'est des clés USB. Et dessus, vous écrivez salaire board ou salaire direction générale. Vous mettez quelques informations dessus et votre virus. Et ensuite, vous en jetez 3 à côté du siège de la société. Il y a toujours quelqu'un qui va la ramasser, qui va être curieux, qui va regarder. Dedans, vous mettez des données publiques, par exemple les salaires publics du board, c'est pas très très grave. Comme ça, la personne regarde, ah oui, je sais déjà, le jette, oublie, et en attendant, le cheval de Troie est rentré dans le système. Absolument. Et donc ça, c'est des méthodes qui sont appliquées. Alors, donc c'est pour ça que en fait, la manière de se protéger de ces choses-là, bon, on peut pas se protéger euh, de la curiosité, mais en tout cas, si les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser des clés USB ou savent qu'il y a un problème, bah, en fait, ils vont se protéger d'eux-mêmes de ces choses-là. Donc, voyons maintenant quelques mesures de protection, parce que on n'est pas là pour faire peur à quiconque, on est simplement là pour vous donner des solutions à tous ces sujets-là,
que vous les ayez en tête et vous vous disiez, bah voilà, du coup, moi, vu que je pense que ça s'applique à moi, voilà ce que je mets en face. Et donc, quelques mesures de protection qu'on va discuter ici. La première des mesures, c'est le chiffrement des disques durs. Euh, donc là, on fait une revue des quelques mesures opérationnelles. Ensuite, on verra comment on les organise, hein, comment on les mécanise dans la boîte. Et donc, si on reste sur des mesures qui viennent contrer des maladies cyber, on va dire, le premier, c'est le chiffrement des disques durs. Donc, chiffrement des disques durs, je rappelle ce que c'est ou je précise ce que c'est. C'est que le disque dur, toutes les données qui sont dessus, elles sont chiffrées à l'aide d'une clé qui n'est pas connue tant que l'ordinateur n'est pas en route. Parce que la clé, elle est enregistrée physiquement dans la carte mère à un endroit, ça s'appelle le TPM, qui tient cette clé-là. Et donc, ça protège du fait que si un tiers allume l'ordi ou même se connecte à un Linux par une clé USB ou autre chose, il ne peut pas avoir accès au contenu du disque dur. D'accord? Il y a simplement votre utilisateur qui a accès. Donc ça, chez Naox, Emmanuel, c'est le cas. Oui, c'est complètement le cas. On a vérifié. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'introduire le système de gestion des ordinateurs. Ouais. On a un système de gestion de tout le parc informatique qui est maintenant la bonne pratique et on peut voir l'état de tous les disques durs. Effectivement, au début, c'est tout un truc parce qu'il faut passer ordinateur par ordinateur pour les chiffrer, même les backuper pour être sûr qu'au moment du chiffrement, on ne va pas perdre les données du disque dur, même sur un disque dur chiffré, évidemment. Oui. C'est donc le chiffrement de la clé USB. Et donc ensuite, on fait le tour des machines, mais une fois que c'est fait, et ensuite, ça devient la bonne pratique sur les nouveaux ordinateurs. Exactement. Et donc, du coup, ça, c'est la réponse la plus simple à tout ce qui est vol et perte. Nous-mêmes, chez Control, on s'est fait voler un Mac. Eh ben, en fait, ça n'a pas été un sujet d'inquiétude parce qu'on savait que c'était chiffré, que tout était protégé. Et donc, on s'est dit, c'est dommage, on vient de perdre 2000 euros et quelques. Et puis, bon, bah, l'assurance nous a fait le plaisir de rien rembourser. Mais du coup, bon, c'est un problème monétaire, financier. Okay, il y a eu zéro problème de mince, est-ce que une base de données, peut-être, il faut faire un truc, peut-être qu'elle est accessible. Non, c'était juste un problème matériel. Donc, très important. Parce que sinon, je le répète, vous devez, en cas de perte, imaginer tout ce qui a pu se passer, tous les mots de passe qui sont peut-être compromis parce que la personne stockait des choses dessus, tous les documents qui peuvent être compromis, et du coup, faire une étude comme ça qui prend très longtemps et qui est très anxiogène d'imaginer le pire. Verrouillage des sessions, c'est quelque chose qui est aussi très simple, c'est-à-dire que ça va éviter de craindre que quelqu'un oublie de verrouiller sa session s'il va au bar dans le train, ce qu'on voit malheureusement trop souvent. Si au bout d'une minute, de toute façon, ça se ferme, ça limite beaucoup des scénarios de problème. Chiffrement de la clé USB, c'est un peu Vous le même pouvez principe que le aussi chiffrement vous du disque amuser dur. un peu avec vos employés qui oublient de verrouiller leur session et leur changer leur fond d'écran. Ouais. C'est une habitude chez les autres de se moquer de leurs collègues comme ça, et ça crée une culture de sécurité basée sur le rire. Et effectivement, un autre conseil à cet égard, c'est que tout oubli de verrouillage de session, quand vous êtes en physique, mène à l'envoi d'un mail pour amener le petit-déj du lendemain matin et proposer à toute l'équipe d'être celui qui amène le petit-déj du lendemain. Et donc, c'est le rire et la bonne humeur du matin du suivant. Usage cloud plutôt que locaux, ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Emmanuel, toi, tu peux peut-être nous parler de la manière dont vous Donc faites ça. nous, on utilise quasiment que du cloud. On est ce qu'on appelle, disons que on utilise les bonnes pratiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de serveurs physiques dans nos locaux et qu'une personne qui s'introduirait d'une manière ou d'une autre sur notre Wi-Fi, qui a un bon mot de passe, mais c'est en gros, il est sécurisé que par ce mot de passe avec 6 mots. N'aurait pas accès à grand-chose, il aurait accès aux télés et aux imprimantes de la boîte, quoi. Donc, c'est pas très grave, ils n'auraient pas accès aux ordinateurs, il n'y a pas de serveur, il n'y a aucun privilège sur le fait d'être physiquement au bureau. Exactement. Et de même, là, si on cherche à se protéger de la disponibilité des données, si vous perdez un ordi, vous ne perdez pas les données qu'il y a dedans puisqu'elles sont stockées dans le cloud à un endroit qui est maîtrisé.
Okay, donc après, il y a les backups maîtrisés, évidemment, qui sont, si jamais vous avez des données sur les ordis et sur les périphériques, là, bien les backuper. Et les Là, chartes de bon là, mon usage. conseil, c'est d'avoir zéro backup, de dire très précisément dans votre système informatique que vous ne backuperez pas les PC du tout. Ouais. Et que tout travail pour l'entreprise doit être fait sur un serveur, que ce soit un Google Cloud, sur le Notion, sur le Slack, peu importe, sur le Git, peu importe. Mais de toute façon, tout doit être sur un serveur de la boîte. Enfin, tout travail pour la boîte doit être sur un serveur de la boîte, parce que les accidents, ça n'arrive pas, même pas à l'extérieur. Forcément, moi, une fois, j'étais chez Aldébaran et je suis tombé dans un escalier avec l'ordinateur à la main. L'ordinateur était foutu, rien n'aurait pu. Voilà, et je suis même pas sorti. Il n'y avait pas de Oui. danger, quoi que ce soit. La casse, ça arrive, et le backup, même à côté, ça sert pas à grand. Le backup, c'était que mon travail était sur Git, quoi. Oui, ok. Très, très intéressant. On a aussi eu des témoignages de renversement de café ou de thé sur un laptop, ce qui mène à peu près au même résultat. Euh, et donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de regarder, fidèle à notre tradition, les solutions qui sont à portée de main dans votre entreprise et que vous pouvez considérer dans votre roadmap Sécu dans les prochaines semaines, prochains mois. Je rappelle évidemment que Contrôle, nous, on est là pour vous aider à choisir ces différentes mesures et vous aider à les mettre en place dans les prochains mois et à ce que ce soit non pas simple ou facile, mais en tout cas que vous soyez en autonomie pour décider de votre plan et puis être à l'aise avec votre trajectoire. La première des choses, ça va être inventaire des actifs, parce que il faut comprendre ce qu'on a pour ensuite être capable de bien décider des mesures et pas avoir d'angle mort. Toi, Emmanuel, l'inventaire des actifs, Oui, donc chez là, toi? on a fait un tour sur les ordinateurs qu'on connaissait par le système de gestion de flotte. Ouais. Et on a mis dessus des étiquettes avec un code barre et des numéros qu'on achète sur Amazon. Ça coûte 30 balles les 100 étiquettes ou les 200 étiquettes sur Amazon. Et fait une feuille Excel. Je crois que chez nous, c'est un Notion, pour à la fois les ordinateurs, mais aussi le reste des choses qui se connectent au réseau, les imprimantes, les télés. Et aussi, chez nous, on a beaucoup de matériel de test. On a une boîte d'électronique, en fait. Et aujourd'hui, un oscilloscope, c'est un ordinateur qui accessoirement a une carte d'acquisition. Donc ça en fait partie. Les caméras, les choses comme ça, les imprimantes 3D aussi. Les imprimantes 3D, c'est un objet, c'est un ordinateur aussi. Donc tout Oui, est effectivement. matérialisé. Ouais. Et très important d'avoir cette liste-là parce que c'est ça qui va vous permettre d'organiser les mesures que vous appliquez aux différents matériels. Et vous pouvez, surtout si vous êtes dans Notion ou encore mieux si vous êtes sur Control, eh bien avoir dans quelques temps, parce que le module n'est pas encore en prod, mais pouvoir lier les mesures de protection que vous faites à chacun des actifs et être sûr que vous les couvrez tous au niveau que vous avez décidé. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'inclure aussi les matériels perso s'ils ont accès aux actifs pro. Parce qu'en fait, même si c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de droit de politique de gestion, au moins que vous en soyez conscient, parce que peut-être que les choses que vous allez mettre en place sur les actifs perso, c'est pas du contrôle total, mais c'est plutôt une charte. Et au moins, ce sera quelque chose. OK. Donc ça, important, et d'inclure aussi le possesseur du matériel, le responsable du matériel quand c'est pertinent. Ça permet facilement, quand vous voulez lancer une action dessus, de contacter la bonne personne. Donc, inventaire des actifs, c'est vraiment la base pour savoir où vous en êtes et ce que vous avez. Et du coup, la suite, le plus low-tech, ça va être finalement une charte. Une charte parce que ça va vous permettre de fixer et de faire les choix déjà sur comment vous voulez gérer les devices. Et vous allez, en écrivant cette charte, faire un grand nombre d'arbitrages. Et donc, et ensuite, naturellement, vous allez les rendre disponibles et à la connaissance de chacune des personnes dans l'entreprise. Euh, Pourquoi une charte c'est utile? Déjà parce que tout le monde ne sait pas exactement et n'a pas le même niveau d'éducation, de formation sur ce qui est dangereux ou pas à faire avec un périphérique. Donc plutôt que de compter là-dessus, bah, tout simplement on l'écrit et on éduque les gens dessus. Là, encore une fois, Contrôle vous permet d'avoir de la sensibilisation poussée à chaque personne sur votre charte.
Tout à fait. Enfin, il faut très vite se rendre compte qu'accéder à un téléphone portable, si quelqu'un attrape votre téléphone portable et que vous avez un mot de passe à 4 chiffres, c'est pas, et qu'il a accès au même mail que s'il volait votre ordinateur avec un mot de passe à 12 mots, à 6 mots, c'est juste pas normal. Et aujourd'hui, comme les ordinateurs et les téléphones ont des reconnaissances faciales et des choses comme ça, autant de passes en privé, avoir un mot de passe un peu difficile, un mot de passe difficile avec des mots, plusieurs mots, etc., pour bien protéger l'ordinateur ou le téléphone. Oui. Et se servir, bien sûr, au quotidien. L'UX, c'est quand même ce qui est le plus important dans tout, d'ailleurs. L'expérience utilisateur reste le plus important dans la sécurité, et d'utiliser le reconnaissance vocale ou reconnaissance d'empreintes digitales pour le quotidien. Absolument. Et du coup, les utilisateurs, ils seront d'autant plus contents d'être éduqués sur ces sujets-là, parce qu'en fait, on voit qu'il y a plutôt des personnes qui sont en manque d'informations et en manque de pas trop savoir ce qu'il faut faire. Et quand on leur donne un cadre, eh bien, ça plaît. Nous, c'est ce qu'on constate. Information pour ceux qui recherchent une certification, souvent, c'est très bien vu de mentionner ces chartes-là dans les contrats de travail parce que le ISO 27001, par exemple, exige qu'il y ait des droits de sanction si les gens ne suivent pas les chartes. C'est pas seulement quelque chose qu'on met dans un coin, c'est qu'il y a un process autour qui fait que la charte, elle est censée être suivie et connue. Sur les supports amovibles, on en a parlé, Emmanuel. La recommandation, c'est de ne pas en utiliser. Tout à fait. Tout simplement, parce que les outils cloud qu'on a maintenant sont tout à fait aussi pratiques. Les temps d'ailleurs de transfert avec la fibre deviennent comparables au temps de transfert sur une clé USB. Et donc, vous gérez beaucoup mieux les droits dans le temps, les partages, et vous ne créez pas tout un tas de vulnérabilités, justement, comme on disait, de pertes, tout ça. Vous concentrez les usages sur un endroit que vous savez bien sécuriser, avec notre épisode numéro 2 de ce contrôle cybercamp. Ok, ensuite on a le chiffrement des stockages, ça on en a parlé, ça permet de couper des scénarios d'impact qui sont violents. Les backups, donc là, juste on mentionne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit Oui. vous avez besoin de backuper des périphériques, nous on ne le recommande pas, et justement, enfin en tout cas ça dépend de votre infra, mais dans une boîte, dans une startup, souvent on est en full SaaS, et donc bénéficier de ce fonctionnement-là pour stocker la majorité de toutes vos data utiles dans des outils SaaS, ce qui demande évidemment de bien gérer sa politique SaaS, hein. Mais en tout cas, vous ajoutez pas une politique de backup des devices en plus. OK. Évidemment, ensuite, vous avez tous les sujets d'endpoint. Et donc là, c'est antivirus Je firewall. reviens un tout petit peu sur le full SaaS. Ça peut être un Oui. problème parce que vos propres partenaires, par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire une étude clinique avec des médecins en Pologne. Et eux, en Pologne, ils rechignent un peu pour pouvoir être connectés en permanence à Internet depuis leur salle de test au milieu de leur hôpital en Pologne. Donc, des fois, il faut transiger un petit peu, mais il faut faire hyper gaffe. Et dans ce cas-là, on leur permet même pas d'utiliser leur ordinateur. C'est un de nos ordinateurs pleinement protégé qui est utilisé pour les données. Et ensuite, on se met d'accord qu'au moins une fois par jour, ils connectent l'ordinateur au réseau. D'accord. Donc effectivement, c'est très bonne illustration du fait que si vous avez du hors SaaS, ça vous demande une politique particulière et des efforts particuliers dont il faut être conscient et qui vont vous coûter en temps et en disponibilité. Donc faites ce choix-là en connaissance de cause. J'ai oublié de parler de quelques astuces. Je m'en voudrais de ne pas le faire sur le sujet des chartes. Quand on permet, il y avait marqué BYOD ici, donc c'est Bring Your Own Device, c'est quand on permet à des personnes d'utiliser des devices perso pour accéder à du pro. Dans ces cas-là, il y a quelques clés qui peuvent être utiles. C'est même si vous voulez continuer à l'utiliser parce que c'est la culture de votre entreprise, évidemment, c'est plus sécure si vous le faites pas, mais si vous voulez continuer à l'utiliser, c'est tout à fait possible. La meilleure des protections, c'est d'avoir des sessions différentes sur l'ordi entre la session pro, session perso. Et quand la personne est sur la session perso, elle peut faire ce qu'elle veut, jouer à un jeu, regarder du streaming ou autre. Donc voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que
quand vous avez votre device perso, vous êtes parfois pas les seuls usagers. C'est la deuxième ligne ici. Peut-être qu'il y a d'autres gens de la famille qui utilisent et qui sont pas du tout au fait des contraintes de l'entreprise. Donc, session séparée, c'est le mieux. Au minimum, profil web différent dans les navigateurs. Si c'est la même personne qui utilise, au moins, vous séparez ça. Et séparation des password managers, dont vous avez appris l'utilité dans notre deuxième épisode. On sépare les password managers pro-perso. Comme ça force aussi la séparation des contextes. Okay. Comme l'UX reste le point critique dans tout système, la séparation des mots de passe permet déjà de force tout de suite la séparation des usages. Merci Emmanuel. Et ensuite, le dernier sujet qu'on a sur les choses à portée de main, c'est le VPN ou pas VPN. Le VPN, je rappelle ce que c'est un tunnel sécurisé entre votre ordi et un autre endroit. L'usage principal d'un VPN, c'est du coup de mettre l'autre endroit très loin du réseau où vous êtes et donc de sécuriser les connexions que vous avez entre vous et votre destination. Parce que ça passe par, vous êtes dans un pays étranger, vous faites un VPN vers la France, donc vous ressortez en France de votre tunnel et puis ensuite vous naviguez en France. Et donc, ça sécurise toute interception entre le pays étranger et la France. Donc, c'est utile si vous avez des serveurs ou des infrastructures perso, locales. Parce que, du coup, vous allez pouvoir vous connecter à votre infra et ensuite vous balader dans votre infra. Si vous n'avez pas d'infra et que vous êtes en full SaaS, peu d'usage d'un VPN, sauf pour se protéger d'un réseau malveillant. Oui, enfin, l'exemple typique, c'est quand même le voyage en Chine, qui est un grand classique de l'usage du VPN. Parce que le réseau chinois peut être considéré comme un LAN privé séparé du reste de l'Internet. Et si vous voulez avoir accès, ne serait-ce que pour lire le journal français ou des choses particulières, vaut mieux quand même avoir un VPN. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Oui, et ne serait-ce qu'avoir accès à Google. Vous n'êtes pas obligé. Alors, en plus, vous savez jamais ce qui se passe, et si vous avez accès, pas accès, etc. Ça, c'est quand même utile. Mais là, à la limite, utilisez votre VPN qui vous connecte à votre Freebox à la maison pour revenir en Europe, quoi. C'est ce que je fais. Ça, donc... Seulement, je suis no trust au bureau et à la maison, j'ai le serveur dans la Freebox pour télécharger les vidéos et regarder des choses et à la maison, je ne suis pas zéro trust. Et donc, vous avez plusieurs services pour faire ça. Le plus simple dans une startup où justement on n'est pas beaucoup, c'est facile d'organiser ça, c'est d'utiliser un VPN du marché. Là, le VPN de sa box, ça marche bien. Faut que ta box, elle soit accessible et si tu es loin, bon, tu peux pas trop compter dessus trop longtemps. Si vous voulez un truc encore plus fiable, ça va être du Proton VPN, par exemple, qui est nous ce qu'on recommande, un très bon fournisseur. Et donc vous créez un compte et ils sont en plus à l'aise avec le fait que ce soit partagé entre plusieurs salariés et quand il y en a besoin, eh bien le VPN peut être utilisé. Ça c'est juste un VPN pour protéger du réseau, pas pour ensuite protéger l'accès à votre infrastructure à vous, ce qui est un autre sujet. Et donc du coup, là on a vu tout un ensemble de règles, tout un ensemble de bonnes pratiques et le sujet c'est comment on va mettre en place tous ces trucs-là et on va faire en sorte que ce soit pas simplement un vœu pieux, mais quelque chose qui existe dans l'entreprise. Et donc là, on a deux modes de gestion principaux. Il y a le mode de gestion décentralisé. Donc là, c'est plutôt anarchique, c'est-à-dire que vous allez dire, bon, on a certaines règles. Enfin, anarchique, non, c'est anarchique, il n'y aurait pas de règles. Ça, c'est peut-être le niveau 0. C'est chacun fait ce qu'il veut. Là, le sujet décentralisé, c'est vous allez organiser quelques règles dont on a parlé et ensuite vous allez demander aux gens de les mettre en place sans être sûr qu'ils le font, mais en les sensibilisant et en disant voilà, c'est la politique de l'entreprise, c'est formalisé par une charte. Donc ça, c'est important du coup. Hein, là, je mets parfois avec une charte, mais si vous n'avez pas de charte, c'est pour le coup anarchique ou au bon vouloir. Et puis quand vous avez une recrue, bah, c'est pas très clair, etc. Donc on formalise dans une charte et ensuite on demande à tout le monde de l'appliquer. Deuxième chose, et c'est ce dont tu parlais, Emmanuel, c'est une application centralisée qui va ensuite forcer toutes ces règles sur les ordis.
Avoir une formation décentralisée, c'est la meilleure façon de passer son temps à ne faire plus que de la gestion d'ordinateur. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de startups. Les startups qui ont les moyens d'avoir des personnes dédiées à l'IT, c'est encore un petit peu différent. Mais sinon, ça devient un travail à plein temps de gérer des ordinateurs individuels. Et le problème, c'est que le jour où vous aurez justement un cambriolage, un vol et tout, vous ne savez pas si la personne l'a vraiment fait, etc. Donc, c'est un problème. Donc, du coup, évidemment, la meilleure des solutions, c'est de prendre une application, un système. Il y en a plusieurs qui existent. Donc, on peut citer des Kanji, des Mozilla, d'autres qui vont prendre votre parc, les onboarder chaque ordi sur le parc et ensuite appliquer ce qui s'appelle des GPO. Donc GPO, c'est des politiques, je ne sais plus d'ailleurs ce que veut dire l'acronyme, General Policies Organization ou un truc comme ça. Et donc qui va du coup forcer le fait que ça se lock au bout d'une minute, les ordis se lock, le mot de passe il a telle complexité. Le disque dur est chiffré. On peut même interdire le branchement de clé USB si c'est la politique que vous retenez. Enfin, vous avez comme ça tout un tas de configurations qui va être automatiquement descendu sur les ordis et qui va vous donner des invariants de sécurité sur lesquels vous n'avez plus de questions à vous poser. Ça a aussi l'avantage de favoriser l'onboarding puisque tout ça se fait de manière parfaitement automatique. Donc, du coup, évidemment, si vous avez les ressources pour le faire, investir dans un MDM. Et en réalité, ce que vous faites quand vous investissez dans un MDM, c'est que vous transférez une charge de temps, parce que, comme tu le dis, ça demande de la gestion. Et dès qu'on dépasse quelques ordis, ça demande de la gestion, y compris pour les téléphones. Vous transférez du temps en abonnement à ce genre de solution-là. Évidemment, vous avez aussi la possibilité, je ne l'ai pas mis là, mais ça existe, d'externaliser votre infogérance chez un infogérant. En disant, finalement, moi, j'ai pas envie de traiter tout ça, je demande à un spécialiste qui a une offre cyber dans son offre d'infogérance, et je demande qu'il me fournisse des ordis, c'est lui qui se débrouille pour le procurement, qu'il les set up, et qui m'impose certains invariants de sécurité. Pour donner ouais. un truc, ça nous coûte à peu près 3 € par Mac et par mois, 3 $ par Mac et par mois, et ça inclut l'antivirus. Pour donner un ordre de prix, quand même. Super, ouais, très utile, merci Emmanuel. Et donc, vous avez voilà, c'est ce genre d'interface que vous obtenez, c'est-à-dire vous pouvez, vous voyez à gauche, forcer certaines stratégies, logout inactive users, fixer des complexités au password, etc. Auto-enroll pour l'onboarding. Quand il y a de la perte, vous pouvez effacer à distance, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure pour l'ordi qui était en réparation. Si jamais il s'était rallumé, boum, il est effacé. Donc voilà, ça vous permet d'être tranquille sur toutes ces gestions-là. À savoir aussi, on sait que beaucoup de startups sont sous Google Workspace. Vous avez dans Google Workspace, si vous prenez les options de sécurité qui sont pour quelques euros par personne par mois, un certain nombre de choses que vous pouvez déjà traiter rien qu'avec ces GPO-là, qui vont être les logins, les applications qui sont possibles à installer, parfois la gestion de Chrome à distance, si les gens utilisent Chrome, et en tous les cas, la gestion des appareils mobiles, des téléphones, où vous pouvez, sur les Android, forcer la création d'une partition propre à l'entreprise qui va être distincte de la partition perso du téléphone. C'est un peu moins facile sur les iPhones. En tout cas, vous avez comme ça des fonctionnalités qui valent le coup d'être découvertes. Et donc, passer quelques temps à aller dans vos settings Google Workspace pour voir tout ce qui est à votre portée de main. Et donc, on a terminé notre tour d'horizon des solutions et des meilleures manières pour gérer son matériel IT dans une startup, donc de manière légère et en coupant maximum des impacts qui peuvent être très embêtants. Est-ce que parmi tous nos, j'allais dire téléspectateurs, toute notre audience, vous avez des questions? Frédéric demandait quel était le système de gestion de parc, et donc Emmanuel
Donc, Oui, c'est Mathieu a répondu. Mozilla. On est pur, enfin, on n'est pas plus à Mac, mais la plupart des ordinateurs sont des Mac, donc on utilise Mozilla. Et effectivement, je vais bientôt sûrement implémenter quelque chose aussi pour Windows. Et Control m'a donné quelques conseils à ce sujet-là. Il faut que je regarde. Avec plaisir. Et c'est en fait, si vous avez un seul OS, c'est évidemment plus simple dans votre boîte que si vous avez que du Mac ou que du Windows ou que du Linux. Enfin, le Linux étant le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Mais que du Mac ou que du Windows, bah, évidemment, vous avez des produits qui sont très adaptés à ça. Et on peut citer, nous, on a vu des très bons déploiements de Kanji aussi, et où la plateforme Control peut aider justement à faire les démarches par les utilisateurs pour que ça se déploie. Donc, ça vous coûte encore moins de temps parce que Control va pousser les bons tutoriaux aux personnes pour qu'ils enrôlent leur ordi sur le MDR. Est-ce que parmi notre audience, vous avez quelques autres questions ici? Donc, sujet difficile, hein, on n'atteint pas la perfection en quelques temps. Ça prend du temps, mais c'est très rentable de bien gérer son matériel parce que la réalité qu'on voit chez nos clients où on commence à avoir un bon aperçu de ce qui se fait et des incidents qui existent, les incidents sur la perte et le vol de matériel sont courants et ça fait partie des plus courants. Vous aurez même plus souvent quelqu'un qui va perdre son matos que quelqu'un qui va cliquer sur un phishing. Donc ça vaut le coup de prioriser ça euh, dans votre stratégie cyber. Alors, on a une question dans le chat qui est quid du VPN pour les salariés en télétravail? Alors, le VPN, donc en télétravail, imaginons qu'on est chez soi. On est sur un réseau, normalement, on maîtrise qu'il n'y a pas d'attaquant chez soi. Il y a peu de chances. Donc, il faut que le réseau soit correctement protégé, mais avoir un VPN pour se protéger du réseau de chez soi, c'est pas très utile. Le moment où un VPN peut être utile, c'est si vous accédez à une application qui n'est pas en HTTPS. Et encore, il y aura toujours un moment où ce ne sera pas sécurisé. Donc, le use case d'un VPN sur du télétravail est pas clair. Sauf si le télétravail, ça devient du nomadisme, dans le sens, donc pas du home office, mais du travail en coworking ou sur des réseaux qu'on maîtrise pas. Et là, on ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui écoute les flux et qui voudrait déduire des choses. Donc, dans ce cas-là, vous vous posez pas de questions, vous prenez un VPN simple du commerce. Encore une fois, je recommande ProtonVPN. Mais tant qu'il n'y a pas un accès à une infrastructure spécifique ou des besoins de protection qui vous viennent de certification HDS ou autre, le modèle c'est pas forcément l'investissement prioritaire que vous aurez sur la gestion du télétravail. Concernant les iPhones perso, est-ce que vous avez une solution pour partitionner les usages pro perso? Vous avez dit que c'était plus compliqué, mais est-ce faisable? Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de moyen de partitionner un iPhone. Vous pouvez avoir quand même, vous pouvez faire descendre une politique de sécurité sur un iPhone, et ça, vous pouvez le faire par Google Workspace, si je ne me trompe pas. On le fait, PH, si tu es là dans le chat, tu peux en témoigner, puisque toi, tu as un iPhone chez Control. Donc, on le fait. On peut imposer des règles de sécurité du genre être obligé d'avoir un code PIN XYZ, être obligé de locker au bout de 2 minutes, etc. Mais ce ne sera pas aussi séparé que sur un Android où vous avez vraiment une partition pro, une partition perso, et d'ailleurs une partition pro où les applis peuvent être installées et désinstallées par l'entreprise. Par exemple, moi sur mon Android, j'ai un Gmail pro, un Gmail perso, c'est deux instances de l'application qui ne se parlent pas et qui sont et le Gmail pro est réglé par le Google Workspace Pro.
Jérôme, des recos de ressources sur Google Workspace. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on veut construire, des bonnes pratiques et des premières choses à aller traiter dans Google Workspace. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit disponible dans les prochaines semaines. Si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, on peut le Mm. prioriser dans notre roadmap. Si on ressent un intérêt là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait le faire assez rapidement parce que c'est des sujets qu'on connaît. Donc, il s'agit de le mettre à disposition de nos clients, donc ouvert à faire remonter ça dans Tout à fait. notre roadmap. Même chez nous, c'est une bonne question. Ouais. On a beaucoup de choses sur Google Workspace. C'est intéressant. Ok, intéressant. Bah, alors, sur Google Workspace, déjà, si je fais un résumé, première des recos, c'est que le compte admin Google Workspace ne soit pas un compte d'utilisateur. Mhm. Ça coûte un compte de plus par mois, mais faites-le parce que comme ça, si jamais par malheur il y a un compte qui est détourné, bah, ce sera jamais un compte admin. Ok? Et en plus, comme ça, vous pouvez bien organiser l'authentification très difficile sur ce compte-là. Voilà. Donc première des choses. Ensuite, il y a des choses qui sont utiles à traiter sur est-ce que c'est possible de partager des choses du Drive ou pas et selon quel Drive. De bien gérer les accès, évidemment, au niveau du Drive si vous l'utilisez. Euh, la gestion des périphériques, comme on vient de le dire. Et puis, vous avez aussi tout un panneau de suivi des incidents potentiels. Est-ce que vous avez plein d'erreurs sur le login de quelqu'un? Bah, peut-être que ça veut dire qu'il y a une tentative de brute force à un moment. Donc beaucoup de choses à bien gérer là-dessus. Et puis bien bloquer l'autorisation des devices pour qu'il y ait toujours un admin qui vérifie bien que tel device a le droit d'être enrôlé, notamment sur les téléphones. Par exemple, nous, on a un partner drive, on sépare les données internes de l'entreprise très clairement et on a un disque séparé pour les partenaires qui chacun a son disque, a son dossier et qui n'a accès qu'à son dossier. Ouais, d'accord. Excellente pratique. J'avais quelque chose en tête de plus à partager, ça me revient pas, mais ce sera dans nos guides. Donc dans Google Workspace, vous avez une liste des matériels qui sont reconnus. Vous avez donc les sujets de reporting sur les incidents, sur les événements bizarres. D'ailleurs, tiens, je demande à quelqu'un de l'équipe contrôle si on peut faire un sondage ou bien peut-être je peux l'écrire moi-même. J'ajoute un sondage. Nouveau sondage. Êtes-vous sur Google Workspace ou Microsoft, Azure, AD ou autre? Ok, je vous pose ça. Google Workspace, Microsoft, Azure AD, ou sinon autre. On va voir ce que vous avez tous envie de répondre. C'est parti. Ouais, il y a une grosse majorité de Google Workspace. Bon, on n'a clairement pas 100% des votants, il y a un peu d'abstention, mais bon, on voit bien qu'on est sur du 4 5e, 1 5e Google Workspace. Donc effectivement, bon, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait accélérer sur la mise à disposition de ce guide-là. Bonne idée. Super. Et ben, écoutez, si on a fait le tour des questions et des interrogations que vous pouvez avoir, je propose, Emmanuel, eh bien, de te remercier beaucoup pour ces témoignages vivants que tu nous as apportés. On espère que ça a bien répondu à beaucoup de questions de l'audience. Et puis, je rappelle l'existence de cette bêta pour le remplissage de questionnaires fournisseurs
et où si vous avez envie de venir en profiter, participer, nous faire les retours et aider à ce que le produit soit le plus proche de vos attentes, n'hésitez pas à vous inscrire et on sera très heureux de vous inclure dedans. Merci beaucoup et c'était très intéressant. Merci Emmanuel, à Ouais. bientôt à tous. Merci, au Au revoir. revoir.